Ok, donc je passe maintenant la présentation. Alors, la dernière fois, je me suis arrêté au niveau des, disons, les tableaux sous Julien. Et j'ai approché ces derniers à, disons, à la manière, euh, disons, de Python, ça veut dire en tant que liste. Donc, je vous ai montré que les tableaux sous Julia pourraient jouer le même rôle que les listes de Python. Ça veut dire on peut les utiliser comme des conteneurs de données avec cette spécificité d'être extensible, d'être mutable, d'être, euh, disons, de présenter cette caractéristique de pouvoir, disons, englober ou la stocker différents types de données. Donc, on a aussi vu quelques méthodes qui nous permettent d'accéder le contenu des tableaux, comment disons, on les initialise, comment on les remplisse, comment on peut parcourir leurs éléments, que ce soit l'ordre ascendant ou l'ordre descendant. Donc, on a vu tout ça. Et je vous ai dit la dernière fois que je vais consacrer cette séance disons, pour explorer, disons, l'utilisation des tableaux sous Julia pour faire du calcul numérique et plus principalement pour faire des opérations d'algèbre linéaire. Et donc, cette séance sera principalement axée dans ce sens-là. On va voir comment, quel est le potentiel de ce type de données sous Julia, comment il va nous faciliter la réalisation de différentes opérations de, disons, de calcul numérique basé sur la manipulation de vecteurs, la manipulation de matrices, la manipulation du produit matrice-vecteur, vecteur-vecteur, produit scalaire, produit vectoriel et tout ça. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui et on va découvrir pourquoi Julia, dans ce sens, elle est très puissante, surtout au niveau de la rapidité, la précision des opérations qui peut, disons, mener dans ce sens. Donc, pour tester tout ça, donc on va commencer d'abord par le commencement. Donc, on va essayer disons, de définir comme premier élément une matrice. Et, et on va essayer disons, d'appliquer à cet objet mathématique différentes opérations basiques en utilisant principalement les fonctionnalités de base de Julia avant de faire appel au module spécialisé de Julia qui permet de faire de l'algèbre linéaire avant de recharger ce module-là et utiliser ses fonctionnalités. Donc, on va commencer d'abord par voir qu'est-ce que Julia offre par défaut, là, basiquement, avant de se lancer dans l'utilisation du module linear algebra. Donc, pour déclarer une matrice, il suffit de choisir le nom de la matrice. Alors, dans mon cas, je vais tout simplement utiliser disons, la lettre A pour, dénommer pour nommer la variable qui va tout simplement stocker les données de la matrice. Donc, j'utilise après l'opérateur d'affectation. Et ensuite, j'ouvre les crochets pour pouvoir stocker les données de ma matrice. Alors, la matrice que je vais déclarer, elle contient les coefficients suivants. Donc, je commence par 1, puis je fais espace 2, 3. Et donc, à chaque fois que je fais cette opération, je suis en train de définir tout simplement une ligne de la matrice. Alors, pour passer la deuxième ligne, je dois mettre point virgule. Et je définis tout simplement la deuxième ligne. Donc, je vais choisir 4, 1, 6. Et puis la troisième ligne. Et donc, ça sera tout simplement 7, puis 8, puis 1. Et donc, on va voir que
une fois que je termine la saisie des coefficients de ma matrice, donc maintenant, je peux tout simplement demander à Julia d'exécuter cette instruction et voir ce que je vais obtenir comme résultat. En principe, ce que je devrais avoir, c'est une matrice composée de 9 éléments. Sa structure générale est formée par 3 lignes et 3 colonnes. Donc, on va voir tout ça. Voilà. Donc, on voit bien qu'on arrive à créer une matrice. Alors, j'ai pas déclaré le type les coefficients de ma matrice. J'ai laissé cette tâche au compilateur de Julia, donc de faire l'inférence automatique du type. Et donc, vous voyez bien lorsque Julia réalise l'opération d'affectation, ben, tout simplement, il me retourne comme information que ma variable A, maintenant, c'est une matrice d'entier codé sur 64 bits et il contient tout simplement 3 lignes et 3 colonnes avec les coefficients que vous voyez au niveau de l'écran. Donc, je peux toujours, en utilisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en utilisant tout simplement les fonctionnalités de base de Julia, connaître plusieurs informations sur disons, ma matrice A. Donc, on va commencer d'abord par chercher la première information, disons, importante dans la manipulation de la matrice, c'est disons, la géométrie de la matrice. Elle contient combien de colonnes, elle contient combien disons, de lignes. Donc, pour obtenir ce type d'information, il suffit de faire appel à la fonction size. Et donc, lorsque je fais appel à la fonction size, je lui passe comme argument tout simplement le nom de la matrice. Donc, lorsque je tape ça, il me retourne un tuple qui contient deux valeurs. La première valeur, il me renseigne sur le nombre de lignes que contient ma matrice. Et la deuxième valeur, il contient tout simplement le nombre disons, de colonnes que contient aussi ma matrice. Je peux inférer ces informations d'une manière séparée, donc toujours en manipulant la même fonction, mais cette fois-ci, je vais lui passer un autre paramètre pour lui spécifier qu'est-ce que je cherche principalement. Est-ce que je cherche le nombre de colonnes ou le nombre de lignes? Donc, on peut faire ça en passant directement un entier compris entre 1 et 2 comme deuxième paramètre. Lorsque je tape 1, donc tout simplement, il va me retourner le nombre de lignes. Donc, je vais taper ici nrows. Voilà. Donc, je vais stocker cette information ici. Vous voyez bien qu'il me retourne 3. Et je peux aussi stocker le nombre de colonnes, ncalls. Et cette fois-ci, je dois changer le paramètre numérique que je dois passer à la fonction size pour qu'il me permette disons, d'inférer le nombre de colonnes. Alors, puisque la matrice ici, c'est une matrice carrée, donc le nombre de lignes, elle est égal au nombre de colonnes, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, si je tape ça, donc j'obtiens aussi 3. Donc, j'ai dans ma matrice 3 lignes, 3 colonnes. Alors maintenant, si je veux, par exemple, connaître le type de ma matrice, si je suppose, par exemple, lorsque j'ai fait la déclaration en premier lieu, j'ai mis ici un point-virgule, donc je n'aurai aucune information qui sera retournée vers le terminal pour savoir quel est le type de la matrice ou quelle est sa structure géométrique. Donc, je n'ai aucune information. Donc, pour avoir ce type d'information concernant le type, donc je peux toujours utiliser la fonction type of. Et je lui passe le nom de la variable qui contient mes données. Et donc, elle va me retourner directement que c'est une matrice composée principalement, dont les coefficients sont des entiers codés sur 64. Alors, vous voyez bien que le nom matrix int 64, c'est tout simplement un aléa au niveau de la nomenclature du type array int 64,2. Donc, int 64, c'est le type des données que contient mon tableau. Et le 2, c'est tout simplement la dimensionnalité. Ça veut dire qu'on est maintenant devant une matrice et non pas un vecteur. Donc là, on a le deuxième paramètre au niveau de array. Ça veut dire ici, ça, c'est tout simplement la dimensionnalité de mon vecteur. Pour vérifier ça, il suffit de taper matrix, par exemple, int 64. Et vous faites tout simplement, est-ce qu'elle est égale à array, comme ça, float,
64,2. Et donc, vous allez voir type. Je dois mettre type ici pour qu'il la reconnaisse comme étant un type et non pas autre chose. Voilà. C'est pas la peine. Je me suis trompé au niveau d'IL. Et puis cette partie-là, c'est int. Voilà, comme ça. Voilà, il me retourne que c'est tout. Donc, matrix ou array. Disons que matrix int 64, c'est une nomenclature disons, allégée au niveau de l'écriture que d'écrire array int 64,2. Et ça nous permet directement de connaître de savoir que l'objet qu'on est en train de manipuler, c'est un objet mathématique qui ressemble à 100% à la définition qu'on a sur les matrices au niveau des les mathématiques. Donc là, il y a une sorte de, disons, de concordance complète entre la notion de matrice sous Julia et la notion de matrice dans les maths. Donc ça, c'est au niveau le type de l'objet lui-même, l'objet A, qu'est-ce qu'il contient. Donc c'est une matrice d'entiers. Après, si je veux avoir une idée sur les éléments de ma matrice, je peux toujours utiliser la fonction LType. LType, c'est tout simplement la l'abréviation de élément, element type. Et donc, lorsque je tape LType et je lui passe le nom de mon objet, et donc ça va me donner tout simplement une 64. Ça veut dire que la matrice A est pratiquement formée par des entiers codés sur 64 bits. Alors, en plus de ça, je pense qu'on a d'autres, disons, je peux aussi savoir quelle est l'occupation en mémoire de mon objet. Donc, je peux toujours taper sizeof de A. Vous allez voir que sizeof de A, il occupe 72 bytes. Et donc, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a discuté l'autre séance, donc les 72 bytes ici, ça représente tout simplement la taille ديال les pointeurs, ok? Il y a les pointeurs qui pointent vers l'emplacement mémoire qui contient les éléments. Donc, chaque pointeur il est codé sur 64 bits, ça veut dire 8 bytes. Et donc, puisque ma matrice elle est composée de 9 éléments, 9 fois 8, ça donne 72. Donc, c'est ça l'idée. Après, dans notre cas ici, la matrice et ces éléments sont principalement des entiers codés sur 64 bits. Donc, la taille la valeur avec la taille du pointeur, c'est la même chose. Donc, on pourra dire ici que 72 bytes ici, ça reflète réellement l'occupation dans la mémoire de la matrice A. Alors après, je peux faire sur cette matrice différents types de manipulations. Donc, je peux, par exemple, euh, si je peux faire par exemple du produit matrice-vecteur, je peux faire du produit matrice-matrice, je peux faire par exemple l'addition de ces matrices, la soustraction de la matrice et tout ça, je peux faire toutes ces opérations. Donc, prenons par exemple, je peux calculer par exemple le transposé de cette matrice. Donc, là, le A, c'est ça. Le transposé pour l'obtenir, il suffit d'ajouter tout simplement disons, à côté du A, je dois ajouter une simple cote, comme ça. Et donc, j'obtiens le transposé de ma matrice. Donc là, le transposé, c'est disons que ça fait appel à une sorte de type qui calcule l'adjoint de la matrice. Donc, même si la matrice, par exemple, est formée par des complexes, il va vous permettre directement de calculer le transposé plus le conjugué des éléments de votre matrice. Et donc, si vous voulez seulement permuter les dimensions, ça veut dire ce qui était la direction horizontale devient verticale, ce qui était la direction verticale devient horizontale, vous pouvez aussi utiliser la fonction purlist dins. Ça va permettre de faire la même chose, donc on va obtenir la même chose. Donc vous voyez bien, si on compare entre le résultat de la deuxième fonction, celle pour laquelle on a utilisé permit dims, et celle pour laquelle on a utilisé l'opérateur via le calcul du transposé. Donc, les valeurs numériques sont les mêmes, mais le type de la valeur retournée
par le premier opérateur, il est différent du type du deuxième opérateur. Le deuxième opérateur permet de retourner directement une matrice qui a le même type de données que celle du départ, sauf que la géométrie elle a été inversée. Les lignes deviennent des colonnes tout simplement et les colonnes deviennent des lignes. Alors que pour le premier opérateur, là, on a un changement de type. Donc, pour revenir le type de départ, je pense que si on utilise Matrix, ça va tout simplement nous générer le même type. Donc, Matrix permet tout simplement de changer le type de la valeur retournée par l'opérateur qui calcule le transposé. Au lieu que j'obtiens ce type de, j'obtiens cette catégorie de type, donc je peux toujours retourner le même type et rester, disons, au niveau du le système de typage utilisé, rester dans un certain degré d'homogénéité. Donc, on ne va pas se retrouver avec un ensemble de types qui ont des caractéristiques différentes et parfois ils peuvent tout simplement générer des problèmes au niveau de leur manipulation si on ne fait pas attention à la compatibilité des types de données qu'on est en train de manipuler dans les différentes opérations. Et donc, c'est ça l'idée ici, c'est que toujours pour enlever ce souci de non-compatibilité au niveau du système de typage, il faut à chaque fois, surtout pour les opérateurs qui retournent des types un petit peu, disons, bizarres ou un petit peu complexes, donc il faut toujours joindre à ces opérations-là l'opération qui fait appel à la fonction matrix pour tout simplement garder le même type de départ que celui qu'on a utilisé pour la déclaration via la matrice A. Donc ça, c'est au niveau du calcul de transposer. Je peux aussi composer une nouvelle matrice à partir de celle que j'ai obtenue aussi. Donc je peux par exemple prendre B et je vais prendre tout simplement, disons, le A, la matrice de départ, et je vais faire le produit matriciel avec la matrice transposée, A'. Et donc, si je fais ça, je vais obtenir tout simplement une nouvelle matrice qui contient de nouveaux, disons, de nouveaux valeurs. Alors là, il faut faire une petite attention. L'opérateur de multiplication ici, le symbole étoile, ne fait pas la multiplication élément par élément, ce joue bien, mais il fait la multiplication, disons, matricielle. Si on veut faire la multiplication élément par élément, l'opérateur qui fait le broadcasting. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre le premier élément de la matrice A, le multiplier par le premier élément de la matrice A', le deuxième élément par le deuxième élément, et ainsi de suite. Et donc, si on fait ça, vous voyez bien que le résultat qu'on va obtenir, il est totalement différent du premier résultat, vu que le premier, la première opération, c'était une multiplication matricielle. La deuxième opération, c'est tout simplement multiplication élément par élément. Alors, dans certains cas, lorsqu'on manipule des données matricielles ou la vectorielle, dans certains cas, on sera amené à réaliser des opérations qui nécessitent des multiplications élément par élément. Donc, il faut toujours garder l'esprit à utiliser le point étoile et non pas étoile. Par contre, si les opérations que vous essayez de réaliser sur Julia nécessitent un produit matriciel, alors dans ce cas, vous pouvez utiliser l'opérateur étoile directement. Donc, une fois il va détecter le type des données qui se trouvent, ou le type des opérandes qui se trouvent à droite et à gauche de cet opérateur-là, donc il va tout simplement faire appel au code adéquat qui va nous permettre de calculer le produit matriciel. Donc, vous voyez bien ici, A, c'est une matrice. Donc, lorsque je fais A fois A, il ne va pas la gérer comme s'il gère des nombres, mais il va la gérer comme étant des matrices. Et donc, il va tout simplement faire appel le code qui fait ou là, qui réalise le produit matriciel. Euh, alors maintenant, comment on accède les différents éléments de notre matrice A? Ben, tout simplement, je peux faire ceci. Donc, puisque c'est un objet codé en deux dimensions, donc j'ai la possibilité de parcourir ma matrice, disons, élément par euh, les différents éléments de ma matrice en spécifiant le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Ça veut dire si je veux accéder, par exemple, l'élément qui se trouve juste au centre de ma matrice ici. Donc, ça, c'est tout simplement
les coordonnées de la grille de la matrice c de 2. Donc, tout simplement, je vais utiliser euh, le nom de la variable qui contient la matrice, suivi les crochets. Et puis, à l'intérieur des crochets, je dois mettre tout simplement les indices qui vont me permettre d'aller directement vers l'élément que je désire, disons, lire ou là, afficher au niveau de la sortie standard. Et donc, puisque je cherche l'élément de 2, donc il suffit de mettre ça, vous voyez bien que j'ai obtenu l'élément qui se trouve juste au centre. Par contre, si je veux par exemple obtenir le dernier élément, donc je peux mettre toujours and, puisque le and va tout simplement aller la dernière le dernier indice qui numérote les lignes et le deuxième int va tout simplement chercher le dernier indice qui numérote les colonnes. Donc, lorsque vous tapez ça, vous voyez bien que le A, le dernier élément, c'est un aussi. Et donc, en faisant ça, donc je peux, par exemple, si je prends une boucle for avec i in 1, 2.3 et je prends aussi une autre boucle for j euh, in, disons, 1, 2.3. Donc, je peux afficher les print ln. Je peux afficher les éléments de ma matrice. Donc, je peux faire par exemple la position, tout simplement SI et $J contient la valeur, par exemple, comme ça, contient la valeur S A I virgule J. Je vous rappelle que l'opérateur dollar permet de faire l'interpolation. Ça veut dire au niveau de la chaîne de caractères, il va remplacer tout simplement l'expression qui se trouve entre les parenthèses. On a juste à côté de l'opérateur dollar, il va la remplacer tout simplement par sa valeur avant d'afficher le dessous. Et donc, lorsque je vais faire ça, donc je vais faire ici un, et vous voyez bien maintenant, je peux afficher les différentes cases de ma matrice. Chaque case, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, la première case, voilà la case qui a les indices 1 contient 1 2 contient 2 3 contient 3 et ainsi de suite. J'ai la possibilité d'accéder aux différents éléments de ma matrice, disons d'une manière élément par élément. Alors, j'ai aussi sous Julia la possibilité d'accéder les éléments de ma matrice ligne par ligne ou la colonne par colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est toujours en utilisant une boucle for. On n'a pas nécessairement une boucle for, donc je vais. euh, pour le moment, on reste entre la boucle for. Donc, for row, je vais essayer d'afficher les lignes de ma matrice maintenant. For row in A, in each row of A. Tout simplement, je vais prendre print ln et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais prendre l'opérateur dollar et je vais mettre à côté row. Voilà. Et là, je vais mettre end. Et vous voyez maintenant qu'il me retourne les lignes de ma matrice sous forme de vecteur hein, qui contient trois valeurs. Donc, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Alors, je peux faire la même chose pour afficher les colonnes. Call in each call de A. Donc là, je change call tout simplement. Et là, j'ai un affichage via les colonnes. Donc, j'ai de la possibilité. Donc, disons que sous Julia, vous avez différentes manières pour accéder les éléments de votre matrice. Vous pouvez même, si vous le voulez, par exemple, y accéder à la matrice autrement que ça. Je vais le faire tout simplement for puisque ma matrice elle contient 9 éléments, donc je vais mettre par exemple i in 1, 2.9 et je vais accéder à ma matrice, disons, d'une manière un petit peu obsolète. On va voir pourquoi. Parce que en général, la matrice, c'est un objet bidimensionnel. Mais la réalité, lorsqu'on stocke une matrice sur la mémoire, on ne la stocke pas sous forme d'une grille rectangulaire, mais on la stocke sous la forme d'une seule ligne. Et après, c'est le langage de programmation, il a sa propre manière pour savoir où se termine chaque ligne
ou là où se termine chaque colonne pour pouvoir récupérer la colonne qui va suivre, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici que je vais accéder aux éléments de ma matrice, mais cette fois-ci en supposant que la matrice elle est stockée dans la mémoire sous forme d'un tableau linéaire qui contient 9 éléments et non pas comme un tableau bidimensionnel qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Donc, je n'ai pas besoin ici pour avoir l'accès les différents éléments de ma matrice de mettre une double boucle for. Il suffit d'une seule boucle pour y accéder aux différents éléments de cette matrice. Et donc, si je fais ça, donc je vais mettre ici print ln, comme tout à l'heure. Donc, la position, disons, je vais mettre ici si contient la valeur s, comme tout à l'heure. Alors, lorsque le nom de la variable est plus long, là, c'est une, disons, variable. Le nom de la variable est composé de plusieurs éléments, donc il vaut mieux utiliser tout simplement les parenthèses. Donc, je vais mettre ici A de I. Voilà. Et là, je vais mettre un print, je le promets. Print, oui, sans le, voilà. Donc, vous voyez bien ici qu'il me dit que la case 1 contient la valeur 1, la case 2 contient la valeur 4. Alors maintenant, si on fait une sorte de comparaison avec la façon avec laquelle on stocke disons la matrice, la mémoire, vous voyez bien ici que le stockage, il parcourt, disons, les éléments de la matrice ligne par ligne. Donc, je commence la première case. Il va me donner tout simplement, je m'excuse, colonne par colonne sous Julien. Donc, la première case, c'est 1. La deuxième case, c'est le premier élément de la deuxième ligne. La troisième case, c'est le troisième élément de la troisième ligne. Ça veut dire que pour aplatir la matrice, la mémoire, Julia, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, tout simplement, elle va prendre la première colonne, elle va lui ajouter la deuxième colonne, puis la troisième colonne, et elle va obtenir un tableau de 9 éléments comme ça. Donc, c'est une concaténation qui suit, disons, disons le standard ديال Fortran au lieu de suivre le standard ديال C. Le standard ديال C كنديروا le stockage ديال les matrices ligne par ligne. Je prends la première ligne, puis je mets à côté la deuxième ligne, puis la troisième ligne et ainsi de suite. Donc sous Python, pour parcourir les éléments de la matrice, disons dans une seule dimension, dans l'ordre correct, il faut suivre la concaténation des lignes de la matrice une par une. Alors que sous Julia, il faut suivre la concaténation dans la direction verticale. C'est-à-dire que je prends la première colonne, je lui ajoute la deuxième, et puis la troisième, et ainsi de suite. Donc ce sont deux approches différentes. On a tout simplement le standard DLC, le standard DL, le Fortran. Les langages qui sont, disons, l'orientation purement, avec une grande tendance vers la partie calcul numérique qui suivent le standard DL Fortran, alors que les langages, un aspect un petit peu généraliste, ils suivent le standard DL de C. Donc, le C, ou le C++, le Java, le Python, alors que par exemple MATLAB, Julia, Fortran, ou les logiciels qui sont le calcul numérique, l'autre méthode, ça veut dire les matrices sont stockées dans une seule dimension avec en concaténant tout simplement les colonnes et non pas les lignes. Donc, il faut faire attention à ça lorsque vous... Alors, je peux aussi, si je ne connais pas, par exemple, la taille de ma matrice, hein, je ne sais pas combien d'éléments elle contient, donc je peux toujours faire ceci. Je laisse cette tâche à Julia pour la gérer d'une manière automatique. Donc, je vais mettre for i in each index de A. Donc, in each index de A, il va tout simplement parcourir tous les indices, disons, utilisés pour stocker les éléments de ma matrice A. Une fois, il va terminer donc, les indices qui ont un sens, qui pointent vers un emplacement mémoire qui contient des valeurs spécifiques liées à ma matrice. Il va s'arrêter tout simplement arrêter l'exécution de la boucle for.
Donc, j'ai toute cette possibilité. Donc, si je connais dès le départ le nombre d'éléments, je peux directement renseigner ça au niveau de la boucle for. Si je ne connais pas, je peux toujours utiliser each index, comme je peux aussi faire, par exemple, pour each, je peux appeler cette fonction directement print ln, et là, je mets tout simplement A. Je suppose que ça va donner la même chose. Là, il va tout simplement m'afficher les éléments de ma matrice. Donc, vous voyez bien que sous Julia, on n'a pas une seule façon pour faire, pour obtenir le même résultat, mais on a plusieurs manières de faire. Et donc, ça dépend du contexte dans lequel on utilise ces instructions, des objectifs disons, que vise le programmeur, ainsi que sa manière de faire, sa manière de construire le code. Donc, ça va dépendre principalement de lui. Et donc, vous avez devant vous toutes ces possibilités. Après, c'est à vous de choisir comment les utiliser et comment les, les exploiter. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire aussi jusqu'à maintenant, euh, 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 comme je l'ai dit, je peux par exemple déclarer directement, je vais essayer de faire des opérations arithmétiques sur les matrices. Et pour faire ceci, donc je peux par exemple prendre une deuxième matrice et je vais essayer de la générer d'une manière aléatoire. Donc, l'idée, c'est de montrer tout simplement que sous Julia, les opérateurs euh, arithmétiques qui sont destinés principalement pour réaliser des opérations arithmétiques sur les nombres, disons, normaux, tels que les entiers, les flottants et tout ça, peuvent aussi être réutilisés en redéfinissant leur comportement lorsque on va présenter comme opérande pour ces opérateurs-là des matrices ou là des vecteurs. Donc là, on sera dans un contexte dans un où là ils vont présenter, disons, un comportement totalement différent. Et donc c'est la manière de Julia pour implémenter la surcharge via les opérateurs. Donc c'est c'est sa façon d'implémenter l'orienté objet. Donc au niveau de la surcharge via les opérateurs. Et donc je vais déclarer ici, disons, un vecteur d'entier aussi. Alors ici pour simplifier la tâche, pour les entiers ça ne pose pas de problème parce que je peux utiliser directement le type int qui est un alia aussi. Int, et je vais déclarer la même size que ma matrice A. Là, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, puisqu'on va faire après des multiplications, des additions, des divisions et tout ça. Donc, on doit toujours s'assurer que la taille de A, elle est égale à la taille de B. Alors, pour en être sûr, bah, tout simplement, je vais générer les éléments de B d'une manière aléatoire, mais tout en respectant la taille de A. Donc, le deuxième paramètre que je passe à la fonction range, c'est tout simplement la géométrie de la matrice de A. Ça veut dire 3 fois 3, ça s'appelle 3 fois 3. Et donc, ça va me générer directement une matrice qui contient. Alors là, c'est un petit peu, il va mettre des valeurs très grandes. Donc, je vais lui tout simplement limiter le, le domaine des valeurs. Donc, je vais par exemple lui dire de prendre des valeurs entre moins 10 jusqu'à 10. Donc, je peux lui passer, par exemple, une rangée, OK? Et après, lui, il va tout simplement piocher des éléments à partir de cette rangée-là d'une manière aléatoire et les mettre au niveau de B, en respectant la taille que je lui ai passée le deuxième élément. Et là, vous voyez bien, je me retrouve avec une matrice qui contient aussi 9 éléments avec, disons, un type euh, similaire à celui utilisé au niveau de A. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est la première chose, c'est que je peux, pour le moment, faire des additions entre A et B. Ça pose aucun problème. A plus B, c'est tout simplement prendre les AIJ et là, les ajouter à les BIJ. Donc, on peut réaliser la même opération en faisant tout simplement une double boucle for. Ou là, tout simplement en faisant for in each
each index of A, puisque les deux ont la même taille, donc il suffit de prendre soit A, soit B. Et donc, je peux mettre ici, par exemple, alors, déclarons d'abord une matrice vide. Donc, je vais mettre C égale, par exemple, euh, pour le moment, je vais choisir un vecteur, ou là, une matrice, pourquoi pas. Donc, matrice, je vais la définir comme étant int. Et à l'intérieur ici, je vais mettre un depth et je vais mettre aussi size de A. Donc ça, c'est une matrice que je vais remplir après par le résultat des opérations arithmétiques que je vais effectuer entre A et B, ou là sur A et B. Et donc pour le moment, je déclare une matrice qui contient des valeurs quelconques. Okay? Donc je peux aussi choisir dès le départ de mettre des zéros si je veux. Donc au lieu de mettre ici matrice, je vais mettre tout simplement zéros. Et là, il suffit de mettre comme ça. Voilà, je vais rester avec la simplicité. Je déclare une matrice qui contient des valeurs nulles. Et après, je vais la remplir. Donc, pour la remplir, pour avoir le même résultat que tout à l'heure, A plus B, en utilisant cette fois-ci une boucle for. Donc, je vais faire tout simplement for in each index de A, ou là de B, ou là de C, ou là de C égale 0C. Voilà, pas grave. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement A de I, là, ben, P de I, égale A de I plus B de I. Et je vais mettre end. Donc, l'opération se fait rapidement, il n'y a aucun problème. Après, je peux toujours comparer entre les deux. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la macro assert qui me permet de faire des comparaisons. Et donc, je vais comparer tout simplement le C que je vais obtenu ici. Est-ce qu'il est égal le A plus B? Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun message d'erreur qui est retourné par la macro assert. Ça veut dire que le C que j'ai construit par la boucle for, il est équivalent aussi à l'opération que j'ai obtenue en utilisant l'opérateur d'addition. Donc, vous voyez bien qu'on peut réaliser la même opération avec la même rapidité, soit en utilisant directement la fonction qui nous permet le plus ici, c'est une fonction. Si je vous dis le plus, elle a le rôle d'une fonction. Donc, je peux aussi l'écrire sur cette forme. Ça ne pose aucun problème. Donc, je peux mettre ici A et là P. Et je vais mettre la même chose. Donc, on est toujours la même situation. Rien ne change. Donc, les opérateurs arithmétiques sous Julia sont des fonctions pour lesquelles on peut définir le code à exécuter selon le type d'IL, les opérandes qu'on va leur passer. Et donc là, puisque ce que j'ai passé, ce sont des matrices, donc tout simplement, il va faire la sommation des éléments de la côté de matrice. Elle est stockée dans une nouvelle matrice qui va retourner le programme qui a appelé l'opération d'addition. Et dans mon cas, donc je calcule au niveau de ma droite ici, je calcule tout simplement la somme et je la compare avec ce qui est déjà stocké dans C, ou là, les éléments que j'ai déjà stockés dans C en utilisant la boucle for. Et ce que je remarque, c'est que les deux opérations sont les mêmes, il n'y a aucun problème. Alors, on peut toujours faire un test au niveau de la rapidité d'exécution de ces opérations. Donc, pour ce faire, je sais pas ce que je l'ai déjà installé maintenant, je vais essayer de voir. J'utilise le partage benchmark. Voilà, voilà, il n'est pas là. Donc, au lieu de ça, je vais utiliser tout simplement time pour calculer l'opération idéale. Donc, vous voyez bien cette opération, il utilise une seule allocation pour la mémoire avec 128 bytes. Et le temps d'exécution, c'est de l'ordre de 8 microsecondes. Donc, pour exécuter ça. Alors après, si je fais ça une deuxième fois, ça sera toujours la même chose. Alors, par contre, si j'utilise la boucle for, si je fais la comparaison avec la boucle for, c'est tout simplement pour vous montrer la rapidité de l'exécution du calcul, même si on utilise la boucle for. Donc, si je prends la même chose ici, alors, je vais revenir vers la boucle for, simplement ici, et je vais mettre ici aerobask time.
Et là, je vais mettre d'abord Begin. Euh, voilà. Template, voilà, c'est bon, c'est bon. Et là, toujours un autre end. Et je calcule. Et voyez maintenant que le temps de calcul utilisant le, je vais refaire la chose une deuxième fois. Vous voyez bien que le nombre d'allocations par mémoire est plus grand que la fonction plus. C'est-à-dire que la fonction plus, ce Julia, il est plus optimisé au niveau de disons, l'utilisation des ressources de la machine pour exécuter l'opération d'addition d'IA de matrice. Et il est plus rapide. Donc, l'opération d'addition, le temps pour exécuter cette opération, c'est 8 microsecondes. Alors que la deuxième, c'était aux alentours de 71 microsecondes. Donc, on est toujours sur l'ordre des microsecondes, sauf que la deuxième, elle prend plus de temps que la première. Alors, on peut toujours faire la comparaison aussi en faisant appel à Python. Vous allez voir que même pour la boucle for d'Julia, il est plus rapide que la boucle for de Python. Ça va marcher plus rapidement. OK? Et donc, sous Julia, même si vous ne faites pas, disons, un effort pour optimiser votre code de calcul et vous essayez tout simplement d'utiliser vos connaissances de base sur la façon avec laquelle on peut réaliser, par exemple, l'addition de deux matrices en manipulant des boucles for. Alors, même si vous faites ça, la boucle for sous Julia s'exécute d'une manière plus rapide que les autres langages de programmation. OK? Donc, c'est ça l'idée. Ici, rappelez-vous bien que ce qu'on a fait, c'est tout simplement une addition ou une boucle for qui parcourt une seule dimension pour ne pas tomber de boucle for imbriquée, chose qui peut, par exemple, prendre plus de temps. On va voir si c'est le cas. Au lieu de faire, par exemple, ça, je peux même mettre ici tout simplement là où la, disons, je vais mettre for i, une 1, 2.3, et là, je vais mettre for j, une 1, 2.3, et ce que je vais faire, c'est tout simplement céder ij égale à ij BIJ. Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, c'est tout simplement parcourir, disons, va réaliser le calcul en deux dimensions au lieu d'une seule dimension. Donc, je tape ici and, et c'est bon. Et je lance le calcul. Et vous voyez bien maintenant, le temps de calcul, il est devenu plus lourd. Hein? Je relance. Déjà, le nombre d'allocations de la mémoire, c'est on est les alentours d'IL. Attendez, je dois changer d'abord le C, voilà. Et après, je fais le calcul. Voilà. Donc, l'allocation de la mémoire, ça prend plus d'emplacement mémoire. On a 21 allocations avec une taille de 1 kg octet de la mémoire. Le temps d'exécution, c'est tout simplement 19 microsecondes. Donc, c'est, c'est plus rapide que tout à l'heure, que si j'utilisais le parcours d'IL. C'est un petit peu bizarre. Là, c'est un 41 missions avec 9 allocations. OK. Donc, supposons, en deux dimensions, ça marche plus rapidement, mais avec disons, une utilisation des ressources de la machine plus grande. Alors qu'en deux dimensions, on a 29 millisecondes, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre d'allocations est plus grand et la taille en mémoire, c'est de l'ordre de kilo, alors qu'ici, c'est de l'ordre de 272 bytes. Et donc, ça sera toujours un compromis à faire. Est-ce qu'on va tout simplement, disons, donner avantage la rapidité ou est-ce qu'on va donner avantage les ressources euh, qu'on va exploiter au niveau de la machine, surtout si on dispose d'une machine limitée en ressources, qu'il s'agit de mémoire, qu'il s'agit de rapidité de calcul. Donc, dans ce cas-là, il faut faire des optimisations nécessaires pour ne pas
avoir un problème de ralentissement de l'exécution du code. Donc ça, c'est par exemple le cas de l'addition des matrices. Donc je peux toujours faire aussi disons la soustraction. Donc j'utilise l'opérateur de soustraction. Donc ça va nous permettre d'avoir, c'est comme si je fais A moins B, c'est la même chose. C'est le même résultat. Je peux aussi faire, puisque les deux matrices ont la même taille, donc je peux faire A fois B. Ça pose aucun problème. Et je peux aussi faire A sur B. Alors, en principe, ça, c'est pas la division élément par élément de la matrice A sur la matrice B. Cet opérateur, ce qu'il permet de faire, c'est de réaliser cette opération. C'est comme si on était en train de faire B transposé de B fois, je m'excuse, c'est pas fois l'inverse, de transposé de A, voilà, le tout transposé. C'est ça l'opération réalisée par cet opérateur. Donc, je vais mettre ici mon, je dois supprimer, voilà. Si vous faites la comparaison entre les deux résultats obtenus, vous allez voir qu'ils présentent disons, les mêmes valeurs. Alors, cet opérateur-là, ça permet de calculer ce qu'on appelle le pseudo-inverse de Penrose, alors que l'opérateur slash, ça permet tout simplement de faire, disons, si vous avez par exemple un système sous la forme de AXB, ben, A anti-slash B, c'est comme vous êtes en train de faire l'inverse de A multiplié par B. C'est la même chose. Okay. Sauf qu'ici, je pense qu'on ne peut pas faire appel à l'inverse. Pour le moment, je ne sais pas que c'est chargé par défaut ou non. Oui, c'est bon. Donc, c'est comme si vous faites l'inverse de A fois B, ou la B fois l'inverse de A. On va voir. Je pense que c'est l'inverse de A fois B. On va voir. On va obtenir cet effet. Non, c'est le contraire. Donc, c'est A fois l'inverse de B. A fois l'inverse de B. Voilà. Et donc, disons, l'opérateur d'IL slash, ou la division, lorsqu'il s'agit tout simplement lorsqu'il s'agit disons, de nombres normaux, des entiers, des flottants, il va faire tout simplement la division que vous connaissez tous. Donc, si je prends par exemple 5 divise 3, ça va me retenir tout simplement le résultat de la division de 5 par 3. OK. Par contre, lorsqu'on utilise cet opérateur sur les matrices, ben, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le produit entre la matrice l'inverse de la matrice de A et B. On peut aussi appliquer cet opérateur qui permet cette fois-ci disons, d'appliquer. C'est comme si on a la relation AX égale B, avec X, c'est un vecteur. Et donc, lorsque je fais A anti-slash B, il me permet de calculer le X qu'on a ici. Et le B que j'ai ici, ce sont les colonnes de la matrice B. Puisque le B que j'ai ici, c'est une matrice, ce n'est pas un seul vecteur. Donc, c'est comme si je prends la matrice A et je calcule son inverse et je calcule le produit de l'inverse de A par la première colonne de B, puis le produit de l'inverse de A et la deuxième colonne de B, puis le produit de l'inverse de A et la troisième colonne de B. Donc, on peut toujours vérifier ça. Donc, si je prends l'inverse de A et je le multiplie par la première colonne de B, la première colonne de B, c'est 2,1, et je fais le calcul, et vous voyez bien que ça donne le même résultat. Donc, si vous faites la comparaison entre la première colonne
que j'ai ici, cette colonne-là, c'est la même, ce sont les mêmes valeurs que j'ai ici. Ok, il n'y a aucune différence. Et vous faites la même chose avec la deuxième colonne, la même chose avec la troisième colonne, et vous faites la comparaison, vous allez voir que ça va donner la même chose. Donc l'anti-slash, c'est c'est comme si vous prenez l'inverse de A et vous le multipliez par les différentes colonnes de la matrice B. Le slash, c'est comme si vous prenez l'inverse de A, vous le multipliez directement par B. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et donc ces opérateurs sont définis par défaut. Hein. Disons, la bibliothèque de base de Julia. Donc on n'a pas fait appel ici à d'autres modules pour pouvoir réaliser ces opérations. Ils sont euh, omniprésents à l'intérieur de l'offre de base de Julia. Et ce qui va permettre à Julia disons, de gérer facilement le calcul scientifique que les autres langages de programmation. Si je prends par exemple le Python pour pouvoir faire ce type de manipulation, vous devez nécessairement passer par l'importation du module NumPy. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. Okay. Les listes sous Python ne permettent pas de faire ce type d'opération. Si vous prenez deux listes et vous utilisez l'opérateur de l'addition, il va tout simplement faire la concaténation. Il ne va pas faire l'addition des éléments des deux listes, ainsi que les autres opérateurs. Et donc, sous Julia, c'est la possibilité de manipuler les nombres, euh, disons, euh, sur un ordre d'échelle très très grand et entièrement disponible sur l'offre de base sans qu'on soit contraint de faire appel à des modules ou à des packages spécialisés qui, disons, qui sont programmés dans d'autres langages de programmation plus rapides au niveau de l'exécution et qu'on doit les appeler par une sorte d'interface au niveau de l'environnement de Julia pour pouvoir les utiliser. C'est pas ça ce qui se passe sous Julia. Sous Julia, ces fonctionnalités sont développées le langage de programmation de Julia. Ça veut dire qu'ils sont built-in, post le langage, et non pas importés ou là, interfacés par d'autres fonctionnalités qu'on lie tout simplement au compilateur de Julia. Et donc, lorsqu'il va faire l'exécution, il va tout simplement charger le fichier objet qui permet de réaliser ce type de fonctionnalité qui est codé soit le C ou le C++, la Python. Non, c'est pas le cas. OK? Et donc, disons que ce que j'ai montré ici, c'est tout simplement disons, euh, un petit exemple du potentiel qu'on a sous Julia. Sinon, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore touché l'algèbre linéaire. Ce sont des opérations très basiques. Après, on peut toujours voir, par exemple, on a aussi la possibilité, ce qu'on a vu ici, c'est la possibilité de faire des produits matrice-matrice, mais on a aussi la possibilité de faire des produits vecteurs. Les opérations que j'ai exécutées ici, ce sont des opérations de produits matrice vecteur. Donc, je peux toujours mettre, par exemple, A au lieu de l'inverse de A. A, c'est une matrice. B2, B2.2, ça veut dire là, je prends la deuxième colonne. La deuxième colonne de B, c'est un simple vecteur. Et donc, lorsque je vais faire tout simplement le produit entre les deux, c'est le produit de la matrice par la vecteur. Ça veut dire je prends la première ligne et je la multiplie par les éléments le vecteur que j'ai ici. La deuxième ligne de A multipliée par les éléments du vecteur. La troisième ligne de A multipliée par les éléments du vecteur, ce qui nous permet d'obtenir le vecteur là qui contient les valeurs. Et ça, c'est sans qu'on soit contraint disons, de faire appel à des fonctions spéciales. Par exemple, sous Python, pour faire ce type d'opération, sous NumPy, vous devez utiliser, je pense, mulmat, oui, mulmat, multiplication de matrices, pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Donc ici, ces opérations sont implémentées directement au niveau de l'opérateur de produit. Et donc, l'opérateur de produit va changer de comportement en regardant tout simplement le type des opérantes qui se présentent devant lui. Donc, à chaque fois que les opérantes correspondent à un code spécial, il va appeler ce code-là pour pouvoir l'exécuter. Et dans notre cas-là, c'est tout simplement le code qui nous permet de calculer le produit matrice vecteur. Alors, après, pour pouvoir aller plus loin, l'utilisation, le potentiel de Julia sur l'algèbre linéaire,
on doit passer par disons, le chargement du module algèbre linéaire de Julia lui-même. Hein. Ce n'est pas un module externe, c'est un module, disons, qui n'est pas exporté par défaut lorsque vous lancez Julia ou le REPL de Julia. Ce module n'est pas chargé par défaut, même s'il est, disons, l'offre de base de Julia. Alors, pour pouvoir l'utiliser, on doit faire appel à usine et le charger linéaire algebra, comme ça. Donc maintenant, j'ai la possibilité de réaliser des opérations plus sophistiquées. Commençons par la première chose. Donc, j'ai une matrice A. Alors, la première chose que je peux réaliser sur cette matrice-là, c'est de calculer sa décomposition en valeurs propres et vecteurs propres. Donc, calculer ses valeurs propres ses vecteurs propres. Et donc, pour ce faire, j'ai la fonction agevals qui va me permettre de calculer les valeurs propres de A. Voilà. Donc, j'obtiens les valeurs propres. Si je veux obtenir les vecteurs propres, donc agevex, comme ça va vous permettre de calculer les vecteurs propres. Et une fois que vous avez cette décomposition, ça veut dire que vous avez toujours la possibilité de changer disons, de base de représentation et aller vers une base qui présente une sorte disons, euh, comment dirais-je, où les différentes directions sont séparées, ne sont pas mélangées. Donc, le départ ici, les éléments de A, les vecteurs de A, vous pouvez les voir comme étant disons, les bases d'un vecteur. Sauf que ces vecteurs peuvent avoir des liens entre eux, ne sont pas bien séparés. OK? Ne sont pas orthogonaux entre eux. Si je prends par exemple, si je calcule par exemple le produit vectoriel entre ces dots de, disons, euh, le produit scalaire, c'est pas vectoriel, de par exemple A 2.1 et A 2.2. Je vais essayer de voir est-ce que ces deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux ou là est-ce qu'ils présentent une certaine corrélation, ok, ils présentent un certain angle différent de 90 degrés. Et donc s'il fait ça, vous voyez bien que le résultat du produit scalaire c'est 62. S'ils étaient perpendiculaires, j'aurais tout simplement 0. Alors que si je prends les valeurs générées par je vais tout simplement noter ça V, les vecteurs propres de A. Donc je vais les noter VA, comme ça ce sera mieux. VA, les vecteurs propres de A. Si je fais la même démarche, je prends le même calcul, sauf que cette fois-ci, ça sera pour VA. Vous allez voir que j'obtiens des valeurs qui se rapprochent de 0. Ça veut dire que ces directions sont maintenant découplées, ne sont plus couplées entre eux. Et donc, je peux les utiliser comme base pour construire un espace de représentation dans lequel je vais pouvoir représenter les différentes valeurs, les différents éléments que je manipule avec la matrice, comme étant des coordonnées dont les directions sont pointées par des vecteurs propres. Okay? Donc, c'est ça le rôle en général des compositions propres, c'est qu'il vous permet de changer d'espace de représentation, un espace couplé vers un espace dont les directions sont bien découplées. Okay? Et donc, ça va permettre des manipulations très simples et tout ça. Je peux aussi faire directement le calcul des valeurs propres et des vecteurs propres dans une seule opération sans passer par l'utilisation des deux fonctions séparées. Donc, je peux faire aussi, si vous voulez bien, on peut faire par exemple Asian comme ça et mettre ici A. Et après, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je ne sais pas ce que je vois, quels sont, bon, values et vectors. OK. Je peux mettre ici le nom de champ values pour obtenir les valeurs propres. Et je peux aussi mettre ici vectors pour obtenir les vecteurs propres. Donc, vous avez de la richesse au niveau des fonctionnalités. Si votre code nécessite seulement de connaître les valeurs propres, donc ce n'est pas la peine de calculer les vecteurs propres, vous pouvez utiliser directement Asian
vals. Si vous vous intéressez des vecteurs propres et non pas des valeurs propres, vous pouvez utiliser AgentVex. Si vous voulez avoir accès les deux dans une seule opération, donc vous avez la fonctionnalité de Agent. Alors maintenant, si vous regardez bien ici les valeurs propres qu'on a obtenues, c'est un vecteur. OK? Alors maintenant, si je veux obtenir la matrice des valeurs propres, ben, vous avez toujours la possibilité de multiplier ça par, on va tout simplement utiliser la commande diagonale, comme ça. Ça va vous permettre de générer la matrice qui contient les valeurs propres, sauf que la représentation ici, elle utilise ce qu'on appelle les matrices creuses. Donc, vous voyez bien ici que les éléments qui sont en principe qui devront avoir une valeur zéro, hein, on les représente tout simplement par des points. Ça veut dire que ce qu'on stocke, c'est seulement les éléments de la diagonale, puisque les autres éléments sont mis à zéro. Donc, c'est pas la peine de les stocker la mémoire. Donc, pour revenir à la représentation normale, il y a les matrices, il faut toujours faire matrice comme ça. Et vous obtenez votre matrice qui contient les valeurs propres de la diagonale. Après, vous pouvez l'utiliser. On peut aussi utiliser celle qu'on a obtenue tout à l'heure, le calcul, le produit, tout ça, ça pose aucun problème. Donc ça, c'est au niveau des valeurs propres. Alors après, on peut aussi réaliser sur nos matrices les différents types de décomposition qu'on connaît. Donc je peux par exemple prendre la matrice A et lui réaliser une décomposition de type LU. Ça veut dire j'essaie de trouver une matrice triangulaire supérieure, une matrice triangulaire inférieure qui, qui, qui me permettent de produire A en faisant leur produit. Et donc, si j'arrive à faire ça, donc résoudre le problème à x égale b deviendra facile à faire lorsque j'aurai entre les mains une matrice décomposable en deux matrices diagonales. Donc, ce sera plus simple à résoudre que de résoudre directement le problème ax égale à b. Il ne faut pas oublier ici, la difficulté va augmenter lorsque la dimension de la matrice va devenir de plus en plus grande. Pour des matrices simples de taille de 2 fois 2, 3 fois 3, la même 4 fois 4, ça pose aucun problème. Mais pour des matrices, disons, très grandes, je prends par exemple la matrice d'une taille de 1000 éléments fois 1000 éléments, 10 000 éléments fois 10 000 éléments, un vecteur qui contient 10 000 éléments, vous essayez de chercher par exemple de résoudre l'opération x égale b. Donc là, il faut des méthodes robustes qui nous permettent de gagner en termes d'espace de stockage et en termes de temps d'exécution pour que, disons, ce calcul devienne rentable et réalisable, surtout dans les applications qui nécessitent des temps de réponse très courts. Et donc, ce type de décomposition, je vais commencer par le premier qu'on a. Donc, je peux prendre par exemple LU, la décomposition en une matrice triangulaire supérieure et inférieure. Donc, si je fais ça, et je vais lui demander de me rendre la matrice triangulaire inférieure, donc il va me rendre ça. Si je lui demande de me rendre la matrice supérieure, il va me rendre ça. Et donc, une fois que j'aurai accès à ça, résoudre le problème avec B deviendra facile. Je peux aussi faire la décomposition QR, okay, avec Q, c'est une matrice orthogonale. Donc, R, je pense que c'est une matrice soit triangulaire supérieure, soit inférieure. On va voir. Donc, je peux faire aussi ça, QR. Et là, je lui demande de m'afficher la matrice Q. Alors, je dois lui ajouter matrice pour qu'il puisse me l'afficher correctement. Voilà. Donc, ça, c'est la matrice triangulaire, orthogonale. On peut facilement vérifier ça. Donc, vous pouvez toujours faire. Euh, attendez. Je peux toujours déclarer une matrice Q comme ça, stocker tout ça à l'intérieur. Et après, si je fais par exemple Q fois Q', voilà. En principe, je dois obtenir une matrice identité. Et vous voyez bien que les éléments qui sont antidiagonaux ont des valeurs qui se rapprochent de 0. Soit 0, soit 10 à la puissance moins 17, 10 à la puissance moins 16, ça veut dire on est l'ordre de précision de l'erreur de l'ordinateur. Donc, on peut les, si vous faites par exemple une comparaison avec 0, disons un prox,
nativement 0 de size 1, par exemple. Voilà, comme ça. Vous allez voir que... attendez, c'est quoi ça? Cette galère. C'est 0. Ah, c'est pas 0, je m'excuse, c'est la matrice identité. Donc, ce que je dois faire, c'est I3, comme ça. Voilà. Oui, Kigulietcho. Ça veut dire que la matrice Q, c'est une matrice orthogonale. Une matrice orthogonale, lorsque vous prenez le produit de la matrice et, disons, sont transposés, il va vous donner tout simplement la matrice identité qu'on a ici. La matrice I3, c'est une matrice identité. Donc, vous voyez bien qu'il contient des 1 soit diagonale. Ensuite, on peut aussi faire on peut savoir, par exemple, on peut mettre même des tests is symétrique. On peut tester est-ce que la matrice A elle est symétrique ou non pour voir est-ce qu'on peut lui appliquer certains types par exemple, est-ce qu'on peut lui faire certains types de décomposition, est-ce qu'ils vont marcher ou non. Je peux savoir par exemple est-ce qu'elle est définie positive ou non. Je ne sais pas est-ce que c'est déjà programmé ou pas. Is semi-definite. Je ne sais pas est-ce que c'est déjà. Sinon, euh, symétrique, c'est normal. Je pense que c'est pas défini par défaut, donc ça, c'est quelque chose qu'on doit charger après pour savoir est-ce qu'elle est définie positive ou non. Parce que si elle est définie positive, donc on peut toujours faire la décomposition de Chomsky, et donc ça va nous permettre de faciliter aussi le calcul de certains types de problèmes sans aucun. euh, donc ça, ce sont, disons, des opérations très basiques. Sinon, linear algebra, il contient, disons, des- plusieurs fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes via l'algèbre linéaire. Donc, si on fait ça, on va se retrouver avec un ensemble d'opérations que je vous invite à découvrir et à voir comment les utiliser. On a même la possibilité de faire, par exemple, de la multiplication à droite, de la multiplication à gauche. On a la possibilité de calculer la trace, de symétriser une matrice qui n'est pas symétrique, de construire une matrice tridiagonale, la bidiagonale. Tout ça, on peut le faire avec ce type de fonction. Et donc, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de découvrir tout ça pour savoir comment l'utiliser. La dernière chose, on peut aussi réaliser sous Julia ce qu'on appelle le produit vectoriel. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, ce sont le produit matriciel, le produit scalaire. Donc, on peut aussi définir le produit vectoriel. Donc, si je prends toujours les colonnes A, donc je peux toujours les utiliser pour faire le calcul matriciel en utilisant la fonction cross. Donc, la fonction cross me permet tout simplement de calculer le produit vectoriel des deux vecteurs. Donc, mes vecteurs sont 1 de point 1 et 1 de point 2. Voilà. Et donc, vous voyez bien que lorsque je fais le calcul le produit vectoriel des deux vecteurs, il me donne 0. Ça veut dire que ces deux vecteurs, comme ils sont alignés. Lorsque le produit vectoriel des deux vecteurs est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont tout simplement, comment dirais-je, collinéaires. OK? Et donc, ça vous donne une idée sur tout simplement l'utilisation le module d'algèbre linéaire de Julia. Sinon, comme j'ai dit, il y a d'autres fonctionnalités. Je peux calculer la trace égale A, je peux calculer le transposé de A, transpose égale A. Euh, voilà. Donc, vous voyez bien ici que le type un petit peu a changé. C'est différent de A P de tout à l'heure. Donc, disons qu'on a plusieurs façons de faire pour faire les différentes opérations. Donc, après, comment vous pouvez exploiter ça? Donc, ça va dépendre de l'utilisation de ces fonctionnalités. Et ce qui est important, c'est que sous Julia, c'est programmé par défaut, c'est offert par défaut et non pas
disons, vous ne serez jamais dans le besoin de faire appel à des éléments extérieurs au langage de programmation Julia pour pouvoir réaliser ces opérations. Après, disons, ça va être plus intéressant lorsque on va discuter de ça dans le cadre, par exemple, disons, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning. Donc, on va voir que ces opérations